Célia, bonjour Sophie. C'est votre troisième table aujourd'hui. Donc on va faire un format un peu différent. On a eu beaucoup de tables rondes. Là, on va vraiment faire un format focus, avoir vos conseils très précis. Donc je vous présente brièvement parce qu'on vous a vu, c'est la troisième fois qu'on vous voit aujourd'hui. Donc Célia Audan, tu es Game UX consultante depuis 2017 et donc spécialisée dans les jeux vidéo. Et pareil, Sophie, tu as une petite expérience dans les jeux vidéo, mais tu es aujourd'hui... Oui, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, mais bon. Et tu es aujourd'hui Head of Design chez Mano Mano depuis 2019, il me semble. Absolument. Alors, le sujet d'aujourd'hui, et il y aura un peu d'anglais du coup dans mon titre. Alors, User Journey, Customer Journey, comment cerner ses utilisateurs. Il faut savoir que cerner ses utilisateurs, c'est la base. Et surtout dans le UX design, je pense. Mais je pense que ça doit être quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et qu'il y a des boîtes à outils en fait à sortir. Et je voulais savoir, et peut-être commencer par toi, Sophie, par exemple, quand tu arrives dans un contexte qui est nouveau, un nouvel environnement, est-ce que tu te sers des Customer Journey Map ou des choses comme ça? Si tu as des outils, des conseils très précis à nous donner pour quand c'est un nouveau contexte. Oui, complètement. C'est l'un des artefacts qu'on utilise beaucoup en design, en UX design. Alors, soit la user, soit la customer journey, ça dépend sur quelle typologie d'utilisateur tu es. En tout cas, c'est un outil qui est hyper intéressant parce que ça permet de représenter toute l'expérience et tout le parcours d'un utilisateur sur ton dispositif digital. Et du coup, c'est un vrai outil. Moi, j'aime bien l'utiliser parce que c'est un vrai outil de visualisation et de ce qu'on appelle de management visuel qui permet à chacun et surtout aux non-designers de bien comprendre et de bien se représenter l'intégralité de l'expérience d'un utilisateur. Donc, je suppose que tu l'utilises beaucoup, Célia aussi. Ouais, dans les jeux vidéo, c'est un peu différent parce que nos customers, c'est nos users qui sont nos players. Et les players, ils veulent s'amuser. Hein, donc, c'est pas un outil jeu vidéo. Donc, on utilise moins le customer journey, mais par contre, ça va vraiment être important de comprendre qu'est-ce que les joueurs sont venus chercher, quel type d'émotions ils veulent chercher, quelle sorte de challenge ils ont besoin, il et elle. Et ça va être important de comprendre un peu les différents types de joueurs, surtout dans le jeu vidéo, qui sont faits par des gens passionnés, qui ont tendance à vouloir faire le jeu qui leur plaise à eux ou elles, et ne pas prendre en compte les utilisateurs. Et du coup, est-ce que tu as une sorte de boîte à outils, des tips à nous partager? Dans les jeux vidéo, c'est plutôt les playtests. Hein. La boîte à outils, ça va vraiment d'être derrière les joueurs, de les voir. Ça rappelle aux développeurs de jeux. Alors, quand je dis développeurs, c'est vraiment tous ceux qui développent les jeux vidéo, pas juste les programmeurs. Ça leur rappelle que non, tout le monde ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'ils ne comprennent pas forcément les codes. Et c'est vraiment une grosse baffe, hein, souvent, de voir que les gens ne s'amusent pas avec le jeu comme ils avaient prévu. Et c'est ça l'outil qui est le plus utilisé chez nous. D'accord, ok. Mais finalement, dans le Brutus, c'est un peu les mêmes enjeux. On va pas mal l'utiliser et le baser. C'est intéressant, en fait, cet outil à deux moments clés. Et pour tracer, tu vois, vraiment l'expérience en cours, qu'elle soit bonne ou mauvaise, justement, si tu cherches à l'améliorer, donc comprendre vraiment l'existant. Et là, on va le faire, on va cartographier tout ça grâce notamment à la discovery dont on parlait ce matin, des interviews utilisateurs, des observations aussi. On faisait pas, dans la vie d'avant, on faisait pas mal de vie ma vie et d'observations ensuite pour pouvoir construire justement cette customer journey. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet artefact, c'est qu'en plus, tu peux, à partir de ça, bien mapper tous tes points de douleur, d'amélioration, toutes les attentes de tes utilisateurs, les interactions qu'ils ont aussi avec d'autres parties prenantes dans le produit et construire ta cible. Finalement, utiliser ce même artefact pour construire du coup pas l'expérience actuelle qui peut être douloureuse ou un peu dégradée, mais justement construire la cible et permettre à tout le monde dans l'entreprise de bien se projeter grâce à cet artefact. C'est hyper visuel, hein. C'est vraiment hyper visuel. Et justement, à quel moment vous sortez en fait ces artefacts? C'est au début quand on essaie de comprendre un contexte, ou alors c'est quelque chose qu'on peut sortir à tout moment pour je sais pas, pour prendre une décision, ou dire à quelqu'un, voilà, c'est cette décision qu'il faut prendre, parce que je le montre avec le user journey qu'on a construit. C'est plutôt, en tout cas chez nous, c'est plutôt un artefact vivant, effectivement, qu'on met à jour hyper régulièrement, parce que de toute façon, on peut construire
essayer de construire l'expérience idéale à un moment T, mais les attentes le monde change, les attentes des utilisateurs changent aussi. Par définition, les humains sont mouvants, ils peuvent aimer quelque chose aujourd'hui et moins le lendemain. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de maintenir dans la durée et de mettre à jour régulièrement. Après, c'est pas simple, parce qu'au quotidien, on est pris par la prod de delivery, etc. Mais je pense qu'à certains, tu vois, chez Mano Mano, par exemple, on vient vraiment de reposer l'intégralité de justement la user et la customer journey. Et ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait, et ça fait du bien, du coup, de recartographier toute l'expérience, de la remettre à plat et de se dire, OK, on a fait du chemin. On a déjà résolu pas mal de choses, pas mal de pain points que pouvaient avoir nos utilisateurs. Et voilà les dernières opportunités qui nous restent à aller chercher. Justement, pour construire ces user journées, il faut aussi avoir une base qui est ce qu'on appelle les personas. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Par exemple, dans les jeux vidéo, est-ce que on se base sur les personas? Est-ce que il peut y en avoir beaucoup. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas. Alors déjà, les jeux vidéo, l'UX, ça c'est quand même assez nouveau dans les jeux vidéo. On n'est pas très doué en UX. Alors je pousse un peu, mais c'est pas encore très mature. Mais oui, c'est la base. Les personas, c'est ce que tu disais, aller sur le terrain et voir les gens, voir comment ils utilisent leur environnement, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui les anime. C'est à partir de là qu'on fait les personas. C'est pas juste à partir de segmentation market qu'on fait derrière notre ordi. Il faut vraiment aller voir les gens et utiliser tous ces outils-là. Ça nous permet de nous défaire de notre biais égocentrique. On a tendance à penser que tout le monde va utiliser les choses de la façon dont nous on les utilise. On n'a pas tendance à penser aux personnes qui sont dans des situations différentes. Quand on est une majorité, à penser aux minorités. Quand on est une personne qui n'est pas en situation de handicap, aux personnes qui sont en situation de handicap. Et tout ça, ça nous permet de nous défaire de notre perspective et de vraiment à chaque fois de se rappeler pour qui on fait le produit. Et du coup, si vous aviez des tips quand vous arrivez à un endroit, qu'est-ce que vous sortez? Ou par exemple, vous dites, il faudrait mettre ça en place pour bien cerner, parce que pourquoi il faut les cerner? C'est pour bien répondre aux besoins. Donc c'est quoi me mettre un peu dans votre tête et savoir comment vous pensez. Au-delà de user journée ou customer journée, bien sûr. L'idée, après, pour convaincre sur le fait qu'il faut faire ça pour l'utilisateur, c'est de savoir aussi raconter l'histoire derrière. Et pour le coup, la customer journée, c'est assez progressif. C'est une vraie expérience et ça permet de raconter complètement cette histoire. Et normalement, pour reboucler avec les personas, si tu fais bien l'exercice, tu as presque même une customer journée ou en tout cas des morceaux de customer journée qui vont être spécifiques en fonction de tes personas, puisque la customer journée, c'est complètement calqué sur les usages en fait. C'est un artefact d'usage. Et c'est hyper facile, du coup, de partir de ton persona, de le mettre en parallèle de la customer journey et du coup de raconter l'histoire de pourquoi on est en train de faire ça, en mettant en regard justement les objectifs business, et ce que ça va pouvoir permettre de dégager comme opportunité. Et est-ce que ça suffit à se dire, j'arrive à cerner mes utilisateurs? C'est un artefact en fait, donc c'est déjà un résultat en fait la customer journey. Donc avant, il y a tout un travail quand même, d'interview, de compréhension du terrain, de partage avec les utilisateurs, mais pas que aussi. La customer journey, moi, ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que c'est un exercice collaboratif. Donc normalement, c'est pas juste le designer qui va le construire dans son coin, mais tu as des vrais échanges au sein de l'entreprise avec toutes les parties prenantes qui sont concernées, soit par l'intégralité de l'expérience ou des morceaux de l'expérience, puisque le business après il répond à un morceau de l'expérience. Et l'idéal, c'est vraiment de le construire de manière collaborative dans l'entreprise, d'afficher ça sur les murs, et ça devient un vrai outil pour le coup de management visuel où chacun peut venir biffer des choses ou se représenter un moment de l'histoire de notre utilisateur. D'accord. Donc ce que je retiens pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu utilises et que tu préconises et qui te sert vraiment au quotidien. D'accord. Du coup, Célia, moi, je suis UX, donc forcément, ça fait partie des outils qu'on doit utiliser si on veut vraiment satisfaire. Parce que l'UX, à la base, c'est quand même de s'assurer de créer des produits et des services qui vont améliorer la vie des gens grâce à la technologie. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Et on ne peut pas le faire si on ne s'intéresse pas aux gens. Donc, on a besoin d'empathie, on a besoin de compassion et on a besoin de comprendre. Et c'est aussi comme ça qu'on innove. Parce qu'on n'innove pas
pas en répétant des schémas qui ont déjà été faits, on innove en essayant de se mettre à la place des utilisateurs, voir quels sont leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'on va avoir l'idée, ah bah tiens, si on leur proposait ça permettrait de leur offrir ce dont ils ont besoin, à résoudre leurs problèmes et à accomplir leurs objectifs. Mais si on ne cherche pas à les comprendre et si on ne cherche pas à comprendre leurs problèmes et comment les résoudre, ça va être difficile d'innover. Oui, très bien. Bon, on voit que c'est une boîte à outils vraiment utile et que vous utilisez au quotidien. Très bien. Je vais devoir conclure parce que ce n'est pas une table ronde, c'est quelque chose de très pratique. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous m'avez accordé, pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui. Donc, pour la suite, vous allez pouvoir retrouver du coup Audric, Romaïssa et Grégoire autour de cette table, autour de Growth, créer de l'impact dans son produit. Avec son produit, pardon. Donc, je vous remercie encore et avec plaisir. À bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée.